Qui se souvient que le 30 octobre 1984, au barrage de Voklavek, le corps d'un homme torturé, étranglé, laissé pour mort et noyé vivant fut retiré des eaux de la Vistule. Il s'appelait Jerzy Popieluszko. Il était prêtre, exécuté pour avoir osé défier le pouvoir communiste. Il avait 37 ans. Comment en est-il arrivé là? Jerzy Popieluszko est venu au monde dans un pays libéré de l'occupation allemande, mais en passe d'être ligoté par l'URSS. La Pologne, au sortir de 1945, est un pays dévasté totalement, avec une grande disparité de forces politiques aussi, mais avec une présence massive de l'armée rouge en Pologne et des communistes polonais qui sont venus dans les wagons de l'armée rouge. Et donc commence d'entrée de jeu une lutte pour le pouvoir, avec des apparences au départ d'une démocratie, avec l'appel aux élections, mais les élections sont bien sûr truquées et les communistes arrivent très rapidement au pouvoir. À partir de 1947-48 commence la soviétisation de la Pologne. C'est dans la Pologne rurale, traditionnelle et catholique que Jerzy Popieluszko, dont le vrai prénom est Alphonse, puisera sa foi. Il voit le jour dans le village d'Okopie le 14 septembre 1947. Troisième enfant d'une famille de modestes paysans, il grandit dans des conditions de vie difficiles. Le matin, il fallait d'abord s'occuper des vaches. Et ce n'est qu'ensuite qu'on pouvait aller à l'école. C'était dur, vraiment dur. Les temps étaient différents autrefois. Nous faisions 5 km à pied pour aller à l'école de Sukowola. Il n'y avait pas de route comme maintenant, juste un petit chemin et de la boue. Nous passions près de cette croix. Nous nous arrêtions toujours devant elle pour prier. Notre voisin était prêtre et mon frère Alphonse faisait un peu comme lui. Il s'y fabriquait un petit autel et faisait semblant de dire la messe. Pour ça, il se couvrait d'un petit châle. Je ne sais pas s'il ressentait déjà la vocation. Le petit Alphonse Popieluszko a-t-il déjà la vocation? Certainement, car il se lève une heure avant les autres pour pouvoir célébrer la messe où il officie comme enfant de chœur. Il passe sa scolarité dans le collège de Sokolova. Élève moyen, ses professeurs lui répètent souvent qu'il ferait mieux d'aller aux soirées dansantes plutôt que de se consacrer à la religion. Mais Alphonse n'a qu'une idée en tête, rejoindre le séminaire de Varsovie, dirigé par le cardinal Wyszynski, fervent résistant à la soviétisation. En arrivant au séminaire, il découvre que son prénom Alphonse désigne un souteneur. Il en est mortifié et décide de se faire appeler dorénavant Jerzy. À 19 ans, après un an de formation, il est contraint de faire son service militaire dans une unité spéciale créée par le pouvoir. On crée une sorte de détachement spéciaux pour les prêtres et effectivement l'idée qu'ont les communistes, c'est qu'ils arriveront à faire convertir les prêtres, à leur faire abandonner leur foi. Le séminariste Jerzy Popieluszko sera harcelé et envoyé en prison pour avoir refusé de jeter sa médaille de la Vierge. Parfois, c'était des propositions pour une vie plus facile et détendue, le divertissement, le contact avec des filles. Mais très souvent, c'était différentes formes de répression, voire de persécution. Le caporal m'a ordonné d'enlever mon chapelet. Il m'a dit que ce n'était pas une alliance à garder dans l'armée. Je lui ai répondu que pour moi, c'en était une. Alors il s'est mis en colère. C'est vrai que ces derniers temps, mes supérieurs ont opté pour une toute autre méthode. Ils veulent me briser par la fatigue. Ils s'acharnent sur nous, sur moi. Je lui ai rendu visite à Bartoszyce, mais il n'a pas pu sortir pour me voir. Il a juste demandé à ses copains de me transmettre qu'il était mis aux arrêts. Et plus tard, il racontait comment il le poussait dans l'eau, sachant qu'il ne savait pas nager. Et il restera très fragile de sa santé jusqu'à sa mort. Mais une chose est sûre, il a résisté. Il ne s'est pas laissé soviétiser comme l'auraient voulu ses supérieurs militaires. Fatigué et malade, Jerzy Popieluszko revient à Varsovie pour achever ses études religieuses. Il est ordonné prêtre le 28 mai 1972 par le cardinal Wyszynski en personne. Son rêve est accompli. Mais la répression communiste ne cesse pas.
Les manifestations sont réprimées violemment. Le régime, aux ordres de l'URSS, muselle l'opposition intellectuelle et ouvrière. C'est dans ce climat qu'un Polonais est élu pape. Il s'appelle Jean-Paul II. Lors de sa première messe, il déclare à l'attention de ses frères polonais « N'ayez pas peur ». Pendant ce temps, Jerzy Popieluszko est nommé dans différentes paroisses. Mais son état de santé, toujours aussi fragile, le conduit à être hospitalisé. On le nommera dès lors aumônier des étudiants et du personnel médical à l'église Sainte-Anne. C'est dans ce cadre qu'il est chargé de superviser le service de santé lors du premier pèlerinage de Jean-Paul II en Pologne en juin 1979. Le premier pèlerinage est un pèlerinage fondateur du changement. La société polonaise, autorisée par le pouvoir, organise les services d'ordre. Pendant ce pèlerinage, les Polonais se sont retrouvés à communier ensemble, des millions de Polonais, avec un service d'ordre extrêmement efficace, montrant qu'ils pouvaient s'autogérer. Et lorsqu'il y a une nouvelle vague d'augmentation des prix des biens alimentaires en juillet 1980, là, c'est une grève générale. Et dans ces revendications, il y a déjà des revendications qui vont bien plus loin que les revendications alimentaires. Ils demandent la liberté pour les syndicats, le pluralisme, le relâchement des prisonniers politiques. Loin de ce contexte social, Jerzy Popieluszko part se reposer chez sa tante aux États-Unis, où il dévoile son caractère désinvolte et gourmand de la vie. Le Boeing 747 est colossal. Belle et discrète musique, le déjeuner était copieux. J'ai mis dans ma poche le poivre et le sel. Nous sommes allés à Disneyland. Impossible à décrire, il faut le vivre. C'est quelque chose de fantastique. Je me suis essayé au bingo, mais sans succès. J'ai beaucoup de chance dans la vie, mais pas au jeu. Hier, après la messe de midi, nous sommes allés à la plage. Je me suis enduit de crème solaire, car malgré le mal, c'eût été dommage pour le bronzage. Mais quand il revient des États-Unis, son destin le rattrape. La Pologne est en ébullition. Le peuple n'en peut plus. Sous l'influence de l'électricien Lech Walesa, les grèves s'intensifient et la révolte se répand très vite dans tout le pays. À Varsovie, aux aciéries de Utah, les ouvriers cessent le travail et décident d'occuper et de s'enfermer dans les locaux. Tous unis, jour et nuit, ils en viennent à réclamer une messe. Le 31 août 1980 est tombé un dimanche, le jour de fête. Plusieurs groupes d'ouvriers ont fait part au comité de grève de leur volonté d'assister à la messe du dimanche sur le terrain de la Syrie. Le secrétaire du cardinal Wyszynski part à la recherche d'un prêtre, mais tous refusent. C'est dans la paroisse des intellectuels de Saint-Stanislas qu'un jeune vicaire fraîchement nommé se porte volontaire. C'est Jerzy Popieluszko. Et Popieluszko arrive dans cette aciérie en pensant qu'il rencontrera des gens un peu perdus, pas du tout tellement croyants. Et il voit que l'autel est dressé, qu'il y a un accueil très chaleureux, que les gens sont très spiritualisés. Et il s'aperçoit même qu'ils chantent bien mieux que pendant les messes. Je tremblais. La situation était totalement nouvelle. Qu'allais-je trouver sur place? Comment les ouvriers allaient-ils m'accueillir? Puis j'étais stupéfait. Il y avait là une foule d'hommes qui souriaient, criaient, applaudissaient. D'abord, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi, mais c'était moi qu'ils acclamaient. Moi, le premier prêtre dans l'histoire de leur usine à entrer par la porte principale. À partir de ce moment-là, c'est l'élément fondateur, incontestablement, dans son psychique, où il s'érige en prêtre de ces pauvres gens, de ces gens-là. C'est une prêtrise proche des gens, exprimer ce que les gens n'arrivent pas à exprimer eux-mêmes, leur donner du courage, leur montrer la voie. Devenu aumônier du syndicat Solidarnosc, Jerzy Popieluszko assiste à la capitulation du pouvoir. Ce sont les accords de Gdansk. Lech Walesa les signe avec un stylo à l'effigie du pape Jean-Paul II.
la Pologne reprend un visage humain et retrouve ses libertés. Sur 13 millions de travailleurs, 10 millions adhèrent aussitôt à Solidarnosc. Nous nous sentions unis et forts. 10 millions de personnes constituaient une force avec laquelle il fallait désormais compter. Jamais encore dans notre histoire, nous n'avions pu rassembler une telle force. C'est une bombe dans les systèmes soviétiques. Moscou ne supporte pas ça, parce que c'est une atteinte au dogme, bien sûr, mais c'est aussi une atteinte tout simplement au fonctionnement du système. Le 13 décembre 1981, pressé par l'Union soviétique, le général Jaruzelski proclame la loi martiale. La répression est terrible. Les libertés publiques sont interdites. Des milliers d'opposants sont arrêtés et emprisonnés. Confronté à cette violence, Jerzy Popieluszko se dresse contre le régime. Tous les mois, il organise une messe pour la patrie. Et c'est devant des foules sans cesse grandissantes que le jeune prêtre pacifique crie sa farouche volonté de vaincre le mal par le bien. La vérité résonnait dans cette église. Nous y disposions d'un morceau de Pologne libre. Je ne sais même pas si ce terrain dépassait 1 hectare, mais nous nous y sentions réellement libres. Désormais, Jerzy Popieluszko consacre tout son temps à ce qu'il considère comme sa mission. Pour la première fois en Pologne, il conduit des ouvriers à échanger avec des intellectuels pour que tous comprennent qu'ils ne sont rien les uns sans les autres. On vient le voir des 4 coins du pays. Fort de son message de paix, il se donne entièrement aux gens. Et il ne s'appartient plus. Sa soutane était toujours mal boutonnée, comme s'il n'avait pas fini de s'habiller. Il était toujours pressé. Il courait toujours quelque part. Mais environ une demi-heure avant la messe, peut-être un peu plus, il devenait un autre homme. Quelqu'un de silencieux, très concentré. Il s'isolait totalement de tout, comme s'il avait besoin d'une autre atmosphère pour se préparer à cette messe. Comme Jésus-Christ sur la croix, notre pays baigne dans le sang. Dans notre patrie, les droits ne sont pas respectés. Dans les camps et dans les prisons sont enfermés des milliers de personnes. Dans les médias, on ne dit pas la vérité. Et notre justice révèle d'intolérables insuffisances. Pendant ces messes, nous prions de tout notre cœur pour que la situation de notre pays change. Et au moment où les gens entamaient le chant « Entends Jésus, la prière de ton peuple », ils se regardaient et éclataient en sanglots. Il s'agissait d'une vraie solidarité entre nous. L'importance qu'avaient les messes célébrées par le père Jerzy se reflète bien dans ce que m'a dit un jour un officier des services de sécurité. Pour nous, les communistes, chacune des messes du père Popieluszko est comme une bataille perdue. Si je pouvais, je vous tuerais d'un seul coup, vous et votre père Popieluszko. Et ce serait la fin. Les autorités le craignaient car les gens venaient pour prendre de la force. Comme si un homme venait boire de l'eau au puits et devenait courageux, dans l'église c'était pareil. Les autorités voulaient à tout prix arrêter ces messes. Dès lors, le ministère de l'Intérieur n'aura de cesse de faire tomber le jeune prêtre. Lui faire peur pour le faire taire. Les sermons du père Jerzy Popieluszko
étaient enregistrés par les agents du service de sécurité et puis analysés. Suivant le contenu de ces sermons, souvent falsifiés, les autorités formulaient publiquement des accusations contre le père Jerzy, en disant qu'il propageait la haine, se mêlait de la politique et nuisait à la Pologne. Les agents qui venaient très nombreux à ces messes, on pouvait les reconnaître parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter à l'église. Pendant la messe, des fois ils s'agenouillaient au mauvais moment et ils ne savaient pas quand il fallait faire le signe de croix. Les autorités communistes ont voulu, par provocation, présenter le père Jerzy comme un terroriste, en mettant dans son appartement des preuves falsifiées, sous forme de documents, ou même des armes. Il nous racontait les situations dangereuses auxquelles il s'était trouvé confronté. Il parlait par exemple de voitures civiles arrivant en face et tentant de l'écraser. Une fois, quelqu'un a jeté une brique avec un explosif à travers la fenêtre de son appartement. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au presbytère et nous avons décidé de protéger le père Popieluszko personnellement. Il était difficile pour nous de protéger le père. Souvent, il nous répétait « Vous n'arriverez pas à me protéger. S'ils veulent me tuer, ils le feront d'une façon ou d'une autre. Sur le chemin de l'église au presbytère, quelqu'un sautera d'un buisson, me poignardera dans le dos et ils diront que c'était un fou. S'ils veulent me tuer, ils le feront. » Au-delà de toutes les menaces, Jerzy Popieluszko continuera sa marche vers la liberté. Il est le seul prêtre à assister à tous les procès d'opposants au régime. Et à chaque fois que l'accusation tombe, il se lève, tourne le dos au juge et chante l'hymne national. Face à ces provocations, Jerzy est arrêté, interrogé et parfois emprisonné. Mais ses détracteurs ne prouvent rien. Et il ressort libre. Les autorités voulaient le museler. Elles mettaient la pression sur le primat Glemp, l'évêque de Varsovie, pour qu'il fasse quelque chose à ce sujet, pour qu'il arrête ses messes. Le primat Józef Glemp était un homme de compromis. Il trouvait le père Popieluszko trop radical. Il trouvait qu'il s'identifiait trop aux groupes libéraux. D'où cette proposition qu'il parte à Rome pour une période d'au moins 1 ou 2 ans. Et là, Jerzy, par sa grandeur, n'a pas accepté cette proposition insistante de la part du primat. C'était une forme de désobéissance à l'Église. Les reproches que m'a formulés le primat Glemp m'ont terrassé. Les services de sécurité lors des interrogatoires m'avaient beaucoup plus respecté. Ce n'est pas là une accusation, mais l'expression d'une souffrance. Mon Dieu, à quelle épreuve me soumets-tu ? On lui disait « Jurek, ils te tueront ». Il répondait « Je suis prêt à tout. Je ne peux pas laisser tomber les gens ». Il était avec eux. Ils étaient sa vie. C'est dans cet état d'esprit que Jerzy Popieluszko sort plusieurs fois de Varsovie pour aller célébrer des messes dans d'autres villes. Le 19 octobre 1984, il donne une messe dans l'église de Bydgoszcz. Ce sera son dernier sermon. Un chrétien ne peut se contenter juste de condamner le mensonge, la lâcheté, la privation de la liberté, la haine et la brutalité. Mais lui-même doit devenir un vrai témoin, un défenseur des justices, des bontés, des vérités, des libertés et de l'amour. Après l'office, alors qu'il roule sur la route de Varsovie, une voiture conduite par 3 policiers le prend en chasse. Au cœur d'une forêt, ils l'arrêtent, le frappent à coups de matraque et le jettent dans le coffre de leur véhicule. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Quand nous avons appris que le père Jerzy avait été enlevé, nous sommes tous venus à l'église Stanislas. Et il y avait déjà beaucoup de monde. À partir de ce moment, nous n'avons pratiquement plus quitté ce lieu.
Jour et nuit, à tour de rôle, on priait. On discutait de ce qui avait pu arriver. Face à la détresse populaire et à la menace qu'elle représente, Jaruzelski promet de faire la lumière et se voit contraint d'obliger son ministre de l'Intérieur à arrêter les coupables. Sur leurs indications, le 30 octobre 1984, le corps atrocement mutilé de Jerzy Popieluszko est retrouvé dans la Vistule et envoyé à la morgue de Białystok pour y être reconnu. Je suis venu pour identifier le corps. S'il n'avait pas eu des signes particuliers, je n'aurais jamais pu le reconnaître, tant il était défiguré. C'était horrible. J'ai alors pensé à la manière dont ils ont dû le tuer, le martyriser. Il était torturé, sans doute parce qu'on voulait lui arracher des informations aussi. On savait très bien qu'il avait des contacts directs avec les structures clandestines de Solidarność. Et puis finalement, deuxième objectif, faire peur aux autres, donc tuer, et tuer pas n'importe comment, tuer de façon symboliquement très forte. Ce n'est que 10 jours après son assassinat que le peuple polonais apprendra la mort du prêtre Jerzy Popieluszko. Le 30 octobre, pendant la Sainte Messe à 19h, quelqu'un s'approche et me dit « On a trouvé le corps du prêtre Jerzy ». J'ai dit « On l'annoncera après la messe ». Encore aujourd'hui, j'entends, je vois ces pleurs, ces cris, ces spasmes. J'ai commencé à prier avec des mots ordinaires. Et le plus difficile à dire a été « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». La première réaction a été encore des pleurs. Et si on avait dit « Allons dans les rues, allons tout casser », ils y seraient allés. Quand le père Jerzy a été assassiné, les gens ont naturellement pensé à la vengeance. Mais si nous avions eu recours à la violence, c'est comme si nous avions contredit tout ce que le père Jerzy nous avait appris. Nous le savions tous, et les dirigeants aussi, que nous ne devions pas nous laisser provoquer. Le jour de l'enterrement de Jerzy Popieluszko, c'est une marée humaine de plus d'1 demi-million de personnes qui se pressent autour de l'église Saint-Stanislas. C'est tout un peuple, uni derrière un cercueil qui pleure son héros, son martyr. Cette foule est une impressionnante démonstration de force contre le régime, et celui-ci l'a compris. Le général Jaruzelski, soudainement, s'est rendu compte que, évidemment, ça pouvait provoquer une vraie insurrection en Pologne. Et que, face à un tel martyr, on ne peut pas par la force, qu'il faut passer par la voie pacifique. Grâce à tout cela, sans doute, on est rentré dans la normalité et le sacrifice du père Popieluszko était un des points tournants de ce changement. C'est la mort du père Popieluszko qui a été le dernier élément décisif grâce auquel notre patrie se trouve aujourd'hui libérée. Merci. En 1989, la Pologne se démocratise et alors un héros bien vivant, Lech Walesa. C'est du combat de Solidarność dont il fallait se souvenir, et non de celui d'un simple prêtre. Solidarność a certainement participé à l'oubli aussi des années de l'état de guerre, de la normalisation et des martyrs de cette période, dont le père Popieluszko. On pourrait dire que nous avons un peu peur d'en parler, car le père Jerzy représentait les valeurs les plus sacrées. Nous espérions que Solidarność allait construire une société, un État, une nation basée sur ces valeurs. Mais la réalité s'est avérée différente. Le côté clérical de cette affaire, qui fait que dans certains pays occidentaux, c'est pas vraiment quelque chose à cultiver, c'est pas Che Guevara, arme au poing, qui correspond davantage à l'esprit des jeunes.
Il n'avait pas de fusil dans les mains, mais son arme était plus forte. La vérité et l'amour. Il n'était pas Gandhi, ni Che Guevara. C'était un prêtre. Il a voulu changer le monde. « 1974. La France est en plein essor et croit en l'expansion économique sans fin. Un scientifique tiers-mondiste se présente à l'élection présidentielle comme premier candidat écologiste. À l'inverse de tous, il dénonce le gâchis des ressources de la planète et bouscule les idées reçues. Il s'appelle René Dumont. On le prend pour un fou, mais n'était-il pas un visionnaire, un amoureux de la Terre? René Dumont est venu au monde dans la France de la Belle Époque. Le pays communie alors dans le culte de la puissance impériale et du progrès. Mais cette terre prospère n'en reste pas moins un pays majoritairement rural. C'est à Cambrai que René Dumont voit le jour le 13 mars 1904. Il est le troisième d'une famille de 4 enfants. Son père est issu du monde rural et a dû quitter la ferme familiale pour devenir instituteur. Passionné d'agriculture, il devient agronome et publie le premier Larousse agricole. Ses racines ont sûrement marqué René et l'ont entraîné vers la paysannerie. C'est aussi le fait qu'il y avait 2 fermes dans la famille et qu'il était le cadet, et que donc ses 2 aînés avaient hérité des fermes. Et comme son père, il a été celui de la famille qui est allé vers les écoles. Fort de ses racines paysannes, René Dumont ne trouve son bonheur que pendant les vacances à la ferme familiale dans les Ardennes. Mais le 1er août 1914, le tocsin sonne alors qu'il est au champ avec son oncle. C'est le début du premier conflit mondial. C'est la mobilisation générale. Le petit garçon ne comprend pas, mais son aîné lui explique. La guerre, c'est l'assassinat des paysans. Cette phrase, René Dumont ne l'oubliera jamais. À Arras, dans le collège transformé en hôpital où sa mère fait office d'infirmière, il voit des jeunes hommes de 20 ans rendre leur dernier souffle. De ces temps hostiles, René Dumont se souvient. Le 26 août, je rencontre 3 soldats de retour de la bataille de Charleroi. On leur avait demandé de charger à la baïonnette sur les mitrailleuses allemandes qui les fauchaient comme des blémures. Les généraux responsables de cette folie criminelle sont morts dans leur lit, et nous les avons même statufiés à cheval sur les places publiques. À la sortie de ces 4 années d'horreur dans une France qui a vu disparaître près d'1 million de ses paysans, René décide de consacrer sa vie au monde rural et rentre en 1922 à l'Institut national d'agronomie. Mais 3 années plus tard, il doit effectuer son service militaire. Le jeune étudiant pacifiste s'y rend contre son gré. L'agronome doit combattre les guerres et tout l'appareil militaire qui gaspille inconsidérément nos rares ressources en cerveau, en pétrole et en minerais. J'ai lutté 18 mois à contrarier l'imbécilité du système militaire, mais il était plus fort que moi. Il en ressort épuisé. On l'hospitalise à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour schizophrénie. Bizarrement, les médecins lui inoculent alors le parasite du paludisme, croyant qu'une maladie peut en chasser une autre. René Dumont doit attendre 1927 pour intégrer l'Institut d'agronomie coloniale à Nogent-sur-Marne. Son rêve de paysan se réalise. En 1929, il part en mission avec pour objectif d'intensifier la riziculture en Indochine. Il découvre une terre riche et une population abondante, mais misérable, avec une faim omniprésente. Révolté, il devient un tiers-mondiste avant l'heure. Un tiers-mondiste, c'est quelqu'un qui se situe par rapport à, d'une part, les États-Unis, le premier monde, par rapport à l'Union soviétique, le deuxième monde à l'époque. Un tiers-mondiste est quelqu'un qui est pour les pays en développement. Cela veut dire aussi que l'on était pour la décolonisation, que l'on était pour l'émancipation des populations du Sud. Devant cette misère paysanne, il acquiert la certitude que malnutrition et sous-développement vont de pair, et qu'ils n'ont qu'une même cause, une démographie exponentielle. Il lui apparaissait que l'accroissement démographique était bien supérieur à l'accroissement de la production agricole et l'accroissement des rendements. Et donc là, il va devenir, jusqu'à la fin de sa vie, on va dire, oui, malthusien sur le plan des naissances.
Comme Malthus, le jeune agronome trouve qu'avoir trop d'enfants est un obstacle au développement. Il est persuadé que l'essor d'une nation passe par le contrôle des naissances. René Dumont prône une économie de partage face à l'exploitation du monde rural. Écœuré par le système colonial, René Dumont rentre à Paris en 1932. Il témoigne de son expérience indochinoise en publiant son premier ouvrage, La culture du riz dans le delta du Tonkin. Désireux de changer le monde, il veut une tribune où personne ne pourra l'empêcher de dénoncer le capitalisme et décide en 1933 de devenir professeur à l'Institut national d'agronomie. Je fus reçu sans concurrent chef des travaux des chaires d'agriculture et d'agriculture comparée. L'enseignement supérieur était dans l'administration le seul lieu de liberté d'expression. Dès qu'il a eu cette chaire et qu'il en a été le titulaire, elle avait été créée pour lui, il s'est senti une grande liberté de parole. Il savait que plus rien ne pourrait lui arriver. Et il a pu tenir des propos parfois hérétiques partout dans le monde et il ne pouvait plus rien lui arriver. Anticonformiste, René Dumont détonne dans un enseignement très académique. Respectueux de la parole des élèves, loin de la théorie, il partage avec eux son expérience du terrain. Sa première qualité, quand même, c'est qu'il était extrêmement chaleureux. Et il était talentueux d'un point de vue pédagogique, parce qu'effectivement, en opposition à d'autres formes d'enseignement, il avait tendance d'abord à parler du concret, de parler de ce qu'il avait vécu, il les comparait, et la théorisation venait bien après. Et c'est cela que Dumont transmettait à ses étudiants. C'était ce respect de savoir que l'agriculture était complexe et qu'il fallait essayer de s'inspirer des systèmes complexes qui étaient développés dans les campagnes de gens que dans l'ensemble on méprisait. Je crois qu'il avait la crainte qu'un enseignement trop théorique, trop cohérent dans la théorie, puisse apparaître totalitaire. Et le petit libertaire qu'était René Dumont, je pense que ça l'inquiétait plus. Les cours magistraux duraient 1h15. Or, un psychologue me disait l'impossibilité de retenir l'attention d'un auditoire à plus de 55 minutes. Cela me décida à instituer, à la fin de chaque cours, un dialogue avec les élèves, pratique que nombre d'enseignants n'adopteront qu'à partir de 1968. Depuis 1929, René Dumont voit son rêve de changer le monde renforcé par la violente crise économique qui va frapper la planète pendant plus de 10 ans. C'est la remise en question du capitalisme, un système qui sait produire mais ne sait pas répartir. Le chômage explose, les prix s'effondrent, et pour les faire remonter, on détruit la nourriture. En Allemagne, Hitler prépare une nouvelle guerre expansionniste. Face aux dangers nazis et à la mobilisation nationale, René Dumont décide de rester pacifiste et refuse de se battre. Aucun des maux que l'on veut éviter par la guerre n'est un mal plus grand que la guerre elle-même. Il faudra l'invasion hitlérienne pour nous faire hésiter sur la valeur de cette proposition qui me paraissait inattaquable. Dans la France occupée, le jeune professeur René Dumont ne se dément pas et poursuit ses activités. René Dumont a continué son métier d'agronome pendant l'occupation parce qu'il ne voulait pas s'engager. Il était un peu dans la mouvance de Giono qui avait combattu à la guerre 14-18 et qui ne voulait plus recommencer cette sinistre boucherie. Cette période constitue le plus gros emmerdement de ma vie, le point le plus critiquable de ma vie. J'ai probablement eu tort de me réfugier dans une attitude d'attentisme, le spectateur d'une bataille où notre sort était pourtant en suspens. En 1945, la France a faim. Elle produit moins que ce qu'elle consomme. Dans un pays ravagé par les bombardements, la population fait face aux pénuries. Le rationnement est encore plus sévère en 1947 qu'il ne l'était durant la guerre. Et le système des tickets se prolongera jusqu'en 1949. File d'attente interminable, envolée des prix, marché noir, la France est au bord de la révolte. Aussi René Dumont décide de se consacrer à son pays et d'abandonner provisoirement l'agriculture coloniale. Convaincu que l'expansion économique passe par le monde rural, il veut moderniser l'agriculture. L'animal doit laisser sa place à la machine. Et pour l'agronome, le système mis en place aux États-Unis, alors première puissance agricole mondiale, est un modèle.
Sans attendre, il s'y rend dès 1946 pour apprendre leur méthode et constater leur efficacité. Il faut produire plus sur des surfaces qui sont plutôt en voie de diminution. Donc la nécessaire intensification, c'était accroître les rendements à l'hectare. Et si à l'époque, l'outillage qui permettait ça, c'était les engrais azotés de synthèse, eh ben, ils prenaient l'emploi des engrais azotés de synthèse. Le champ doit être à la taille de l'outil. Le tracteur et les travaux de l'amélioration foncière nous imposent le remembrement. Nous allons créer un monde où l'abondance de la production agricole n'entraînera ni la sous-consommation ouvrière, ni la misère paysanne. Défrichement et agrandissement des surfaces, sélection des semences, utilisation à outrance des engrais et des pesticides. René Dumont, le futur candidat de la cause écologiste, devient productiviste. Sa renommée est désormais internationale. Des années 50 aux années 70, plus de 50 pays font appel à ses services pour redresser leur agriculture. Mais René Dumont est resté proche des gens de la terre. C'est à l'écoute de leur savoir qu'il veut conseiller les grands dirigeants. Qui vient de la ville, croyant son savoir supérieur, persuadé qu'il vient apporter les lumières de la science à des ignorants, est vite reçu comme il le mérite. Il ne s'agit pas d'aller enseigner les paysans, mais bien de se rendre compte qu'on a tellement à apprendre d'eux. Je crois que si René Dumont aime les paysans, c'est qu'il n'y a pas de civilisation sans paysans. Parce que toute l'agronomie, toute la sélection des plantes, ce ne sont pas les chercheurs qui l'ont fait, ce sont les paysans. Sur le terrain, au milieu des champs comme dans les ministères ou les universités, René Dumont garde sa liberté de parole et ne ménage pas ses interlocuteurs. L'expert se heurte à un grand nombre de présidents qui voient dans ses recommandations une remise en cause du pouvoir en place. J'estime simplement qu'il est de mon devoir de dire et de publier ce que je pense de tous les problèmes que j'étudie. En 1960, à l'heure où le monde se réjouit de la décolonisation, René Dumont est appelé en Afrique. Son constat est accablant. C'est la fonctionnalisation à outrance, la corruption généralisée, le recul des cultures vivrières et le mépris du monde rural. La situation générale n'est pas brillante, mais c'est nous qui avons poussé les Africains dans l'impasse où ils se trouvent. Quand notre autorité s'est affaiblie, nous avons cherché à la relayer par des élites africaines, auxquelles nous avons accordé les mêmes avantages excessifs. En 1962, il rassemble ses observations dans un livre « L'Afrique noire est mal partie ». Cet ouvrage lui ferme les portes de plusieurs pays africains. C'était compliqué à l'époque d'écrire ce livre, L'Afrique noire est mal partie. Il faut savoir qu'on était au début des indépendances et qu'il y avait un mythe de l'indépendance africaine. Et lui détruit ce mythe en indiquant que ça va pratiquement encore plus mal depuis l'indépendance. L'indépendance a été accordée dans des conditions un peu rapides et surtout au profit d'une sorte de caste privilégiée de la fonction publique et de la direction politique qui s'est attribué un niveau de vie comparable à celui de l'Europe dans des pays où le niveau de vie moyen est très inférieur à celui de l'Europe. Et la corruption règne dans certains milieux, ce qui évidemment n'est pas favorable au développement. L'honnêteté est une première condition chez les dirigeants politiques pour qu'il y ait la réussite. D'une part, les paysans n'ont pas eu l'émancipation qu'ils espéraient, mais aussi parce que ça ne permettait pas à ces pays d'être autosuffisants. Avec le scandale vient son premier succès éditorial. 150 000 exemplaires vendus et de multiples traductions le mettent dans la lumière. Critique intransigeant des indépendances africaines, René Dumont ne s'enthousiasme pas devant les modèles de développement marxiste. Invité 3 fois à Cuba par Castro, il déchante très vite de la révolution socialiste. Il se rend compte que le modèle soviétique est en train de s'emparer de cette île et qu'au lieu de faire une agriculture au service de la population, on impose à Cuba le modèle de culture de canne à sucre, de monoculture, uniquement pour l'exportation, pour faire des devises. Cuba produit de plus en plus cher et accroît les privations. Fidel ne se rend plus compte des difficultés car son entourage n'ose plus tout lui rapporter. Il faudrait envisager une certaine limitation de ses pouvoirs avant qu'il ne soit trop tard.
Et évidemment, ces propos qui ont été dits à l'oral et qui ont été écrits dans des rapports et transmis à Fidel Castro n'ont pas plu aux dirigeants suprêmes. À tel point qu'en 1972, Castro lui dit « maintenant ça suffit », dehors, et il doit faire ses bagages dans les 24 heures. Si René Dumont veut changer le monde est en train de le changer. Dans les années 70, la société continue sa course à la consommation. Béton, bitume, gagne du terrain sur les écosystèmes. C'est la surexploitation des richesses naturelles. Conscients du danger, quelques utopistes se mobilisent pour l'écologie. Des associations de protection de la nature, des comités de défense naissaient un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une tentative qui a consisté à proposer au ministère d'autres politiques. Le préfet de région m'a reçu, et en effet, puisque j'étais le secrétaire général d'une fédération de protection de la nature à cette époque, et il m'a dit « Vous menacez la civilisation ». Comme le pouvoir en place, les Français se moquent de ces discours alarmistes. C'est le temps où pour être, il faut avoir. Chacun veut sa voiture, sa maison, ses équipements et n'envisage son bonheur que dans le matérialisme. Le loisir est accessible à tous et chacun s'y perd. Mais pour René Dumont, c'est la civilisation du gâchis. Elle menace la planète. L'agronome, ancien productiviste, se convertit à l'écologie. Dès lors, il revendique une croissance plus respectueuse des hommes et de l'environnement. Il nous faut maintenant, pour préserver le futur, chercher à nous associer avec la planète. On ne la protégera qu'en remettant en cause le vieux croissé et multiplié, qui se révèle de plus en plus dangereux. Il se rend compte que l'agriculture qu'il a prônée est très intensive, très énergivore. Et donc, il a une prise de conscience que le modèle agricole ne pourra pas fonctionner de la même manière. Et donc, je crois que c'est à partir de l'agriculture qu'il prend conscience de la réalité du monde. Pour appeler à la mobilisation générale afin de repenser l'agriculture, les modes de production et de consommation, il publie en 1973 un manifeste écologiste au titre choc, « L'utopie ou la mort ». Mais le 2 avril 1974 survient la mort du président de la République Georges Pompidou. Des élections présidentielles anticipées sont organisées. Et pour la première fois, la nébuleuse écologiste veut présenter un candidat face à deux poids lourds, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Alors évidemment, quand on cherche un candidat, il faut trouver un bon candidat. C'était pas évident, mais la personnalité de René Dumont s'est imposée grâce au livre qu'il avait publié l'année d'avant, qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». Il est connu d'un certain nombre de cercles. Il est connu, bien évidemment, des milieux agricoles. Il est connu des milieux qui s'intéressent au devenir de l'Afrique. Mais je ne crois pas qu'à l'époque, ça dépasse largement ce cercle-là. Les écologistes n'ont pas les coordonnées de l'agronome. Ils consultent l'annuaire et apprennent par son épouse qu'il rentre d'Alger le lendemain. Intimidés, ils se rendent à Orly. Et on voit arriver notre René Dumont avec un grand burnous rouge, une djellaba rouge extraordinaire. Comme ça, il a une grande prestance. Il découvre ce groupe en bas de l'escalier. Qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur le professeur, nous sommes un groupe d'écologistes, de défenseurs de l'environnement. Voilà, la présidentielle, tatati, tatata. Est-ce que vous accepteriez d'être notre candidat ? Dumont accepte. Extraordinaire. Je pense qu'il y avait deux raisons pour lesquelles il a accepté. La première, c'est qu'il était quand même devenu un écologiste convaincu, notamment sur les grands problèmes planétaires. Une deuxième était que, après tout, voilà une tribune qui permet à l'agronome, cette fois, à l'agronome tiers-mondiste en particulier, d'exposer des vues qu'il trouve trop peu prises en compte par le monde politique. L'aventure commence. Une aventure placée sous le signe de l'originalité, à l'image du QG de campagne, une péniche amarrée près du pont de l'Alma. Dans cet antre, dépourvu de chauffage, rien que des jeunes, une ambiance décontractée et un candidat inspiré. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, eh bien, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle. René Dumont dérange au mépris des médias qui le traitent de professeur Nimbus. Il bouscule la campagne. Ça, René Dumont faisait tâche au milieu du personnel politique de l'époque, avec son pull-over rouge et son vélo.
alors que tous les autres ont une veste, une cravate, bref, sont complètement formatisés d'une certaine manière, lui s'engager de cette manière-là, c'était déjà une provocation. Fidèle à ses convictions, René Dumont se lance dans la course aux voix. C'est un prophète à bicyclette iconoclaste et radical. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. Son franc-parler touche les gens. On se presse dans ses meetings comme à un spectacle. Au final, plus de 80% des Français entendront son message. C'était extraordinaire. Les gens l'écoutaient, passionnés. Alors, évidemment, à l'époque, on pensait que ça se traduirait immédiatement en vote. Mais non, les gens étaient d'abord passionnés pour l'écouter. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait de longues phrases, ce n'est pas quelqu'un qui faisait du populisme avec des mots qui font plaisir aux gens, c'est quelqu'un qui posait très clairement son diagnostic, qui disait ce qu'il y avait lieu de faire. Le professeur s'imposait d'une certaine manière. La période de croissance que vous avez connue est une période anormale dans l'histoire. On ne peut pas doubler chaque 10 années la consommation d'énergie, parce que si vous marchez pendant 3 siècles, en doublant tous les 10 ans la consommation d'énergie, au bout de 3 siècles, celle-ci sera multipliée par 1073 millions. Est-ce que vous pensez qu'en 2274, on pourra consommer 1,73 milliard de fois plus d'énergie qu'aujourd'hui? Alors, qui sont les fous? Ce que je peux vous dire, c'est que nul n'aurait dit à René Dumont ce qu'il aurait dû dire ou ce qu'il devait dire. Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. L'annonce de plus la plus vérifiée aujourd'hui et qui a le plus déplu, c'est celle qui est la plus symbolique à travers le verre d'eau. L'eau va devenir de plus en plus chère, l'eau va nous manquer, la guerre va intervenir à cause d'elle. Si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. René Dumont est un ovni politique. Son statut de candidat, il s'en moque. Loin de s'en préoccuper, libertaire dans l'âme, il multiplie les provocations. En France, quand on fait des campagnes électorales, il y a beaucoup de nourriture et de bouffe. Il arrivait, prenait le hors-d'œuvre, et puis après, il se levait, il disait « Bon, c'est terminé, tout le reste est volé au tiers-monde ». Alors évidemment, ça jetait un froid, mais en même temps, c'était très éclairant. Le 5 mai 1974, les résultats du premier tour des élections présidentielles sont annoncés. 4, 3, 2, 1, résultat. Ici la Sofresse. François Mitterrand, 44%. Valéry Giscard d'Estaing, 33%. Avec à peine plus de 300 000 voix, René Dumont n'a pas convaincu. Mais on l'a entendu. Les 1%, ça n'avait pas une importance démesurée à l'époque, et donc ça n'a pas vraiment joué. On n'était ni déçus ni contents. On était contents d'avoir marqué le coup et d'avoir marqué la campagne. René Dumont n'adhérera jamais à un parti. À peine les élections terminées, ce Don Quichotte de la Terre repart sur les routes du monde jusqu'à la fin de ses jours. Aucune vie n'est vraiment satisfaisante, réellement accomplie. Nous nous sommes tous trompés. Nous avons manqué de courage, et cela n'est pas facile à dire. Moins écouté, devenu une simple référence ou un faire-valoir pour certains, René Dumont s'éteint en 2001 à l'âge de 97 ans. Son combat pour le tiers-monde n'était plus d'actualité. Aujourd'hui, le tiers-monde n'inspire plus tellement la pitié et l'envie d'être charitable. Le tiers-monde aujourd'hui inspire davantage la peur, soit parce que c'est des puissances pétrolières, soit que ces pauvres très nombreux commencent à traverser le désert libyen, traversent la Méditerranée. Et puis il a été oublié aussi parce qu'il a fait une brève apparition finalement dans la vie politique. Et je vous dis, il n'a pas voulu se faire réélire, ce qu'on voit rarement à notre époque. Il était quand même tout à fait formidable, quoi. Je veux dire, un type comme ça, on n'en voit pas 2 par décennie, hein, quand même. Hein. Je voudrais citer une phrase de René Char. Il dit « c'est eux, ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler, méritent ni égard ni patience. » Le seul espoir des malheureux sera de nous faire peur. Et notre société deviendra de ce fait vulnérable à l'audace de ceux qui n'hésiteront pas à faire le sacrifice de leur vie. Il nous faut essayer de reconstruire un vrai nouveau monde. René Dumont était un indigné.
qui annonçait le malheur parce qu'il voulait l'éviter, qui prophétisait la catastrophe parce qu'il souhaitait le bonheur. On le prenait pour un fou, mais il était simplement un amoureux de la terre. « 17 juillet 1979. Pour la première fois, le Parlement européen est élu au suffrage universel. À la présidence, une vieille femme de 86 ans s'avance pour prononcer le discours d'ouverture. Elle est la doyenne des députés. Militante européenne de la première heure, elle s'est battue pour les droits des femmes et a sillonné le monde. On la surnomme la grand-mère de l'Europe. Elle s'appelait Louise Weiss. Louise Weiss voit le jour dans une Europe sous tension. La France n'a toujours pas accepté sa défaite de 1870 et l'annexion de l'Alsace-Moselle par les Allemands. Le continent est en paix, mais c'est une paix armée faite d'alliances militaires hostiles. Alsacienne, la famille de Louise Weiss est profondément patriote et a choisi l'exil plutôt que d'être allemande. C'est en 1893 que la petite Louise vient au monde à Arras. Elle est une enfant douée qui collectionne les bonnes notes et veut faire l'admiration de son père. Mais celui-ci estime que les femmes doivent rester au foyer. On est là dans une haute bourgeoisie qui a des moyens. Et c'est très important parce que Louise Weiss va pouvoir donc faire des études. Mais aux yeux de son père, c'est évident qu'elle a un gros défaut, c'est d'être une fille. En ce début du XXe siècle, les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs, des sous-citoyennes, soumises à l'autorité des hommes. Leur seul droit est un devoir social, se marier et faire des enfants. Elles n'ont pas à étudier. La famille Weiss habite Paris depuis 1899 et Louise reste toujours une excellente élève. Pensionnaire au lycée Molière, elle y remporte ses premiers prix qu'elle dissimule à son père. Plus tard, elle écrira « J'ai été élevée dans un milieu passionnément laïque, mais dont les commandements moraux étaient les mêmes que ceux de l'Évangile. Probablement la rigueur des miens dépassait elle-même celle du clergé. Pour ma part, j'en restais avec une furie de connaître qui absorbait entièrement mon agressivité juvénile. » Madame Weiss, consciente des capacités de sa fille, l'encourage à passer son agrégation de lettres à l'école Sévigné, en cachette de son père. À l'été 1914, Louise est reçue avec succès et devient à 21 ans la plus jeune agrégée de France. Mais le 1er août, les cloches de la capitale sonnent. C'est le début de la Première Guerre mondiale. On proclame la mobilisation générale. Face à l'avancée des troupes allemandes, les populations du nord de la France s'enfuient sur les routes. Comme beaucoup, les Weiss quittent aussi Paris pour s'installer dans leur propriété familiale à Saint-Quay-Portrieux en Bretagne. Louise Weiss est donc jeune agrégée. Elle refuse d'aller s'enterrer dans un lycée de jeunes filles et donc d'enseigner, donc elle démissionne et elle va s'engager pour soutenir et soulager l'accueil de réfugiés qui arrivent en assez grand nombre en Bretagne. C'est là son premier engagement, en quelque sorte, militant dans une cause humaniste. Louise Weiss devient infirmière de guerre, mais son engagement trop peu valorisé ne satisfait ni son intelligence ni ses ambitions. Soigner des corps me faisait horreur. Compter du linge sale et des haricots m'exaspérait. Je voulais comprendre la guerre autrement qu'en garde-malade et en gestionnaire de clinique. Pour appréhender les raisons du grand carnage, et dans l'espérance de trouver des solutions pour une paix future et durable, elle retourne à Paris. Elle s'initie alors au journalisme et fréquente les salons. Louise y fait la connaissance d'un officier slovaque. Il s'appelle Milan Stefanik et il va changer sa vie. C'est un homme qui lui révèle aussi ce qu'elle est, proprement dite, c'est-à-dire véritablement une femme capable de s'engager et capable d'obtenir des résultats pour une cause qui lui est chère. Militant pour des États libres et indépendants à la place des empires, Milan enflamme Louise dans son idéal d'une Europe fondée sur le droit des peuples. En janvier 1918, elle crée une revue, l'Europe Nouvelle. Cet hebdomadaire a pour illustration une terre ailée, pour signifier que les problèmes seront analysés de haut. Le 11 novembre 1918, la guerre s'achève et Milan Stefanik va trahir la jeune journaliste. Le jeune officier préfère participer à la création de la Tchécoslovaquie au bras d'une Italienne. Louise ne le reverra jamais
Il disparaît dans un accident d'avion en mai 1919 près de Bratislava. Et pour Louise Weiss, incontestablement, c'est la fin d'un grand amour, c'est la fin d'une période de sa vie aussi, on est en 1919. J'allais dire par la suite, elle aura beaucoup de mal à retrouver une relation aussi fusionnelle. Meurtrie à jamais, Louise Weiss se consacre désormais entièrement à son journal pour la construction d'une confédération européenne. En 1919, elle assiste à la signature du traité de Versailles. Mais elle n'est pas enthousiaste devant cette paix qui humilie l'Allemagne et cette Europe des vainqueurs qui écrase les vaincus. Dans sa revue, elle affirme ses convictions et déclare que l'Europe ne pourra jamais voir le jour sans passer par la réconciliation des peuples. L'Europe pour laquelle se battait Louise Weiss, c'est une Europe humaniste. C'était une Europe de la culture, une Europe des peuples. Pour Louise Weiss, une Europe stable doit dépasser les haines nationalistes et s'appuyer sur un Parlement supranational qui substituera le droit à la force. Aussi, sa revue est un laboratoire d'idées qui foisonne de propositions. Il y a l'idée que c'est une véritable option politique, donc c'est les chefs d'État, c'est les responsables politiques qu'il faut conscientiser, qu'il faut amener à dialoguer. Et puis, c'est aussi une certaine culture de la paix qu'il faut pouvoir promouvoir et éduquer, disons, les élites à cette culture de paix. Louise Weiss est tout naturellement favorable à l'ASDN, cette assemblée des nations où l'on se parle, au lieu de se déclarer la guerre. C'est le temps de son amitié avec Aristide Briand, artisan de la conciliation franco-allemande. Elle partage avec lui la conviction que le nationalisme, c'est la guerre. Et Aristide Briand, qu'on a appelé l'apôtre de la paix, ses idées ne peuvent qu'attirer et ne peuvent que convenir à Louise Weiss, qui va s'en faire une propagandiste très efficace. Sachant que les idées généreuses ne suffisent pas, Louise Weiss veut éduquer les peuples. Elle fonde alors une institution à 2 pas du ministère des Affaires étrangères, l'école de la paix. Elle veut croire que l'on peut changer les mentalités pour faire des dirigeants de demain des pacifistes convaincus. Il s'agit de comprendre la guerre de manière beaucoup plus objective. On veut savoir pourquoi ça survient au moment où ça survient et dans les conditions dans lesquelles ça survient. Et si on arrive à comprendre les conditions dans lesquelles ça survient, elle se dit peut-être qu'on arrivera à l'endiguer. Cette école de la paix, elle est destinée à donner la parole à de grands conférenciers et de proposer aussi de nouvelles idées pour la paix, pour le maintien de la paix, mais aussi d'alerter les opinions publiques sur la situation réelle de l'Europe dans les années 30, et notamment avec une Allemagne nazie. 30 janvier 1933. À la surprise de tous, Hitler accède au pouvoir et sonne le glas du rêve européen. Pour la France, l'idéal d'Aristide Briand s'effondre. Il n'y a plus d'espoir de paix. L'Allemagne se retire de la Société des Nations et se relance dans la course aux armements. Inévitablement, la guerre est en marche. Pour Louise Weiss vient l'heure des choix. Sa revue, qui reproduit des documents diplomatiques, risque de donner la parole aux nazis et aux fascistes. Pour elle, il n'en est pas question. Elle préfère quitter le navire. Son dernier éditorial, le 3 février 1934, porte pour titre « On ne pactise pas avec Hitler ». Elle s'en va avec son rêve fracassé d'Europe et de paix. Dans la France des années 30, touchée par la crise économique, le chômage explose et met à terre les conditions de vie de centaines de milliers de familles. Le pays est désespéré. Et dans cette nation sans avenir, les femmes restent sans voix. La lutte pour leur droit de vote n'est plus de mise. Au contraire de tous, Louise Weiss en fait son nouveau combat, au nom de la justice et des lendemains meilleurs. À 40 ans, indépendante et sans enfant, elle se jette dans cette bataille du suffragisme, c'est-à-dire l'égalité politique entre hommes et femmes. Comme elle veut agir et agir en politique, elle se trouve aussi face à un mur, qui est celui que les femmes n'ont pas le droit de vote. Et donc, elle s'engage dans cette cause du suffragisme aussi, et peut-être surtout, parce que pour elle, il y a une nécessité. Mais les parlementaires attachés à leurs privilèges d'hommes ne sont pas prêts à changer le système électoral.
Face aux revendications des féministes, leurs mots sont tranchés et même outranciers. Ce sont des propos pour dire que les femmes sont stupides, sont incapables, qu'elles amèneront le désordre, que ce ne sont pas des femmes, ce sont des homasses. Il y a toutes sortes de caricatures autour de celles qui osent réclamer leurs droits. Par peur du conservatisme de leurs femmes et de leurs filles, les maîtres du régime leur refusaient le droit de vote et trouvaient plus commode de les laisser végéter entre le confessionnal et leur cuisine au lieu de s'astreindre à les affranchir. Et parmi les risques qu'ils se refusaient à encourir, celui de la transformation de la loi électorale leur semblait le plus dangereux. Pour soutenir son engagement féministe, en octobre 1934, Louise Weiss inaugure les locaux de la Femme Nouvelle. C'est un centre de propagande en faveur du vote féminin. La journaliste qui jusqu'ici a mené ses combats dans l'ombre veut entrer dans la lumière. Les femmes votent partout, sauf en Bulgarie, en Yougoslavie, en Suisse et en France. Cette situation peut-elle durer ? Elle propose que lors de certaines élections, il y ait des candidatures féminines, même si elles ne sont pas recevables. Et elle propose de faire voter aussi les femmes, notamment à Paris, pour des candidates qui se sont auto-proclamées candidates. En 1935, et même si c'est illégal, elle décide de se présenter aux élections municipales dans le 18e arrondissement de Paris. Elle établit son QG dans un lieu habituellement réservé aux hommes, le café. L'égalité était devenue plus nécessaire aux femmes que jamais. L'égalité politique surtout. Avec un bulletin de vote, elles imposeraient à la collectivité les mesures leur permettant d'occuper leur juste place dans la hiérarchie économique et y ajouteraient un ensemble de dispositions relatives à la maternité, dont la protection en cas de défaillance masculine. Le jour des élections, grande communicante, elle place des urnes sauvages dans les rues et incite les femmes à voter. Ce pied de nez au pouvoir masculin suscite de vives réactions. D'abord, il y a beaucoup de quolibets, il y a beaucoup de passants qui ne se privent pas de manifester leur hostilité. Et puis, il y a la presse, il y a les journalistes, et elle, c'est ce qu'elle ne craint pas. Au contraire, c'est même ce qu'elle cherche. Mais les policiers qui considèrent qu'il y a trouble à l'ordre public décident de l'arrêter, elle et ses urnes. En réponse, elle jette de la poudre de riz à la figure des gardiens de la paix. Louise Weiss n'est pas femme à se laisser impressionner. 1936. C'est la victoire du Front populaire. Socialistes et communistes avaient inscrit l'égalité politique dans leur programme. 3 femmes entrent au gouvernement. Mais au final, les politiques se dénient et refusent d'accorder le droit de vote aux femmes. À gauche, on estime que donner le droit de vote aux femmes, c'est donner le droit de vote aux curés. Parce que dans les confessionnaux, les curés vont dire aux femmes pour qui voter. Quant à la droite et aux conservateurs, ils s'inquiètent du fait que ces femmes vont être prises dans les filets des syndicats. Pour Louise Weiss, ses oppositions de gauche et de droite relèvent de l'hypocrisie. Elle clame son indignation et ne comprend pas l'immobilisme de ses consoeurs. Pourquoi ne s'insurgeait-elle pas? Ces ouvrières moins payées que leurs camarades masculins pour des tâches identiques. Ces diplômés pour lesquels les portes des administrations se fermaient. Ces commerçantes frustrées du droit d'entamer un procès sans le consentement de leur époux. Ces mères privées d'autorité sur leurs enfants, toutes ces lésées qui cependant payaient leurs impôts. Pour Louise Weiss, le combat est de chaque instant et elle multiplie ses actions. Le 28 juin 1936, avec quelques militantes, elle envahit la pelouse du champ de course de Longchamp avant le départ du Grand Prix, suscitant un vaste scandale. Ce qu'elle veut, mobiliser la presse et l'opinion publique pour que l'on parle d'elle et du droit des femmes. En juillet, elle organise une grande manifestation, place de la Bastille, où les féministes brûlent symboliquement leur chaîne devant la colonne qui représente la libération du peuple. Toutes ces actions étaient conduites sans agressivité et avec élégance, je dirais, et avec intelligence. Puisque les parlementaires bloquent le suffrage féminin, Louise Weiss va jusqu'au Sénat pour leur faire la leçon. Les sénateurs avaient l'habitude d'aller dans les bordels à la sortie de la séance. Elles sautaient dans le fiacre qu'ils avaient retenu et elles les sermonnaient. Et elle leur disait, vous savez, c'est pas bien ce que vous faites. Si vos électeurs savaient. L'un d'entre eux avait pleurniché à la tribune. Elles sont épouvantables.
ces femmes, elles nous harcèlent et elles nous dérangent considérablement. On doit obtenir que la police fasse cesser cela. Pour les hommes politiques qui sont engagés dans des responsabilités, pour des députés, pour des sénateurs, pour des ministres, il y a là une forme de transgression suprême de la part des femmes. Louise Weiss est une inlassable lutteuse. Mais c'est l'histoire qui va lui faire lâcher prise. La guerre est là. En 1938, Hitler envahit l'Autriche, puis démembre la Tchécoslovaquie. En 1939, quand le conflit éclate, elle assiste à l'échec de tous ces combats. L'Europe, la paix, le droit des femmes, tout est à terre. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Louise Weiss doit désormais penser à elle. Sa mère est juive et elle est dans la liste des personnalités qui vont être arrêtées, éventuellement déportées. Son appartement confisqué, ses biens confisqués. Donc elle est classée, selon les lois de Vichy, comme juive et donc menacée. Dès lors, Louise Weiss passe dans l'anonymat et se fait fabriquer de faux papiers. Pour résister, pour disparaître, le mystère demeure. Dans ses mémoires, elle dira plus tard avoir créé un journal résistant, La Nouvelle République. Il semble qu'elle n'ait pas réellement trouvé de réseau. Alors, elle était sans doute aussi encombrante. Elle est non seulement juive, mais en plus, elle est une personnalité connue. Elle prétend avoir fini par trouver un réseau qui lui a confié la rédaction d'un journal clandestin, mais il n'y a pas de preuve de son engagement. Cette zone d'ombre dans l'histoire d'une femme libre lui sera reprochée tout au long de son existence. Il semble bien que Louise Weiss ait cette fois-ci raté le train de l'histoire. En 1944, elle assiste en spectatrice à la victoire de la cause pour laquelle elle s'était tant battue. Le 21 avril, à Alger, le général de Gaulle, dans sa volonté d'une France de demain tournée vers la démocratie, accorde le droit de vote aux femmes. Elles participent enfin en 1945 à leurs premières élections. Dépossédée de tous ces combats, Louise Weiss se retrouve sans cause et ne sait plus à quelle lutte se consacrer. Il lui faut commencer une nouvelle vie. Louise Weiss a soif de reconnaissance. Et sans exagérer, peut-être qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle se cherche. Elle cherche le domaine dans lequel, finalement, elle va pouvoir obtenir cette reconnaissance. Mais Louise Weiss reste avant tout une grande voyageuse. Amoureuse des peuples, la journaliste veut raconter le monde. Elle sera donc cinéaste. Pour cela, elle doit avant toute chose engager un chef opérateur. Aussi, contre toute attente, elle organise un casting chez elle et choisit un caméraman, Georges Bourdelon, qui l'accompagnera pendant plus de 20 ans. Georges, il a 23 ans à l'époque, et il se rend à ce rendez-vous, et il se retrouve dans ce grand appartement avec cette dame très impressionnante. Et à la fin de l'entretien, elle lui dit « Je vous attends dans une semaine à Beyrouth ». Dès lors, Louise Weiss va sillonner la planète, de l'Inde au Japon, de Madagascar à l'Alaska, en passant par Djibouti, la Chine ou encore Zanzibar. Rien ne l'arrête, ni les distances, ni les conditions parfois difficiles des tournages. C'est une aventurière. Georges était toujours très impressionné de voir la résistance physique de cette femme qui avait déjà une soixantaine d'années, qui était un peu forte en plus, donc qui était un peu lourde, mais qui avait une résistance physique absolument incroyable. Grâce à son passé de journaliste, Louise Weiss possède un formidable réseau. Diplomate, elle sait se faire ouvrir grand la porte et réussit à filmer là où peu de réalisateurs ont réussi à poser leur caméra. Georges a tourné une séquence qu'il adorait, qu'il avait tournée en Inde avec elle, sur la Shura, qui est une cérémonie de flagellation, et c'est une cérémonie assez privée, et elle avait obtenu de l'imam local l'autorisation de filmer. Elle ne cherche pas à défendre une cause particulière, sauf peut-être a-t-elle encore quand même dans l'esprit que plus on connaîtra les populations, le monde tel qu'il est, mieux on pourra éviter à nouveau des conflits. La paix universelle ne peut pas être engendrée par des religions anthropomorphes. Et l'homme de demain sera contraint de transformer ses rapports avec le sacré. Mais ces films ne trouvent pas le public qu'elle espère. Aussi, en même temps, à Paris ou dans sa maison de Conflans-Sainte-Honorine, elle se lance dans l'écriture. Romans, pièces de théâtre, essais. Infatigable, elle veut désormais laisser une trace dans l'histoire
par le biais de la littérature. Elle va vouloir, soit par la fiction, soit sous la forme de mémoire, elle va vouloir faire part de son vécu. Elle témoigne par ailleurs de ses ambitions politiques et de la nature politique de son engagement. Malgré son acharnement, malgré le nombre d'ouvrages et quelques prix venus récompenser certains de ses livres, l'œuvre littéraire de Louise Weiss ne rencontre pas le succès attendu. Une fois de plus, son destin lui échappe. Mais l'histoire va enfin couronner son combat pour l'Europe. En 1979, ce sont les premières élections au Parlement européen qui la mettent dans la lumière. Jacques Chirac, alors maire de Paris et chef de file du RPR, se doit de trouver des candidats qui pourront légitimer sa liste et changer son image encore trop nationaliste. Jacques Chirac a un problème avec ces élections européennes de 79. Il est contre l'élection du suffrage universel au Parlement européen et il a finalement peu de femmes à proposer sur sa liste. Stratège dans l'âme, Jacques Chirac demande alors à Louise Weiss d'être sur sa liste de candidats qui bâtiront la nouvelle Europe. Ça permettait de clouer le bec à tous ceux qui disaient « c'est une liste d'adversaires de l'Europe qui ne veulent pas de l'Europe », alors que Louise Weiss était la garantie que nous étions effectivement des Européens convaincus. Mais à stratège et demi. Louise Weiss ne veut pas être qu'un alibi. La vieille dame exige d'être 5e sur la liste afin d'être sûre de se voir consacrée par le vote. Elle sait qu'elle sera élue, donc elle sait qu'elle va devenir députée européenne dans le premier Parlement européen élu au suffrage universel. Vu son âge, 86 ans au jour de l'élection, elle va être la doyenne de ce Parlement, et donc elle va être amenée à faire un discours d'ouverture en tant que doyenne d'une assemblée élue. Louise Weiss a vu juste. Elle est élue députée. Pour la militante européenne de la première heure, prononcer le discours d'ouverture de ce nouveau Parlement à Strasbourg est l'honneur d'une existence. C'est le plus beau jour de sa vie. Aussi, elle rédige son discours avec attention. Elle veut lui donner une valeur personnelle, presque testamentaire. Comme à son habitude, Louise soigne le fond comme la forme et répète son texte avec un de ses amis metteurs en scène. On a fait un petit déjeuner à deux chez elle. Puis elle me dit, puis maintenant, alors je vais vous lire le discours d'ouverture du Parlement européen. On sentait que les larmes étaient prêtes à venir. On sentait qu'elle aurait pu avoir, vous savez, le fameux tremblement de certaines comédiennes pour montrer, vous voyez, comme je suis ému. Et elle le dominait avec une sobriété, mais elle était bouleversée. Et elle m'a lu ce discours-là, pareil, j'étais fasciné, j'avais l'impression que je comprenais tout. Et elle me dit, ça j'entends encore cette phrase, alors ça vous va? Parce que simplement, elle m'a demandé de faire travailler certains passages, le phrasé, la accentuation, etc. 17 juillet 1979. Journaliste, écrivain, cinéaste, dont l'encre et les images n'ont jamais trahi la foi, il me semble, en cet instant, n'avoir jamais traversé le siècle et sillonné le monde que pour venir à votre rencontre. Elle vit véritablement ça comme une volupté, comme en quelque sorte l'accomplissement d'une passion de jeunesse qui, miraculeusement, au soir de sa vie, se réalise. Louise Weiss est restée députée européenne jusqu'à sa mort à plus de 90 ans, le 26 mai 1983. L'Europe, cette utopie du XXe siècle, est aujourd'hui devenue réalité. Pourtant, à Bruxelles, peu se souviennent de cette femme qui s'est tant battue pour cet idéal. On vit dans une mémoire nationale qui, de toute façon, offre peu de place aux femmes et qui aime les grands hommes, les hommes masculins. On a beaucoup de mal à faire rentrer les femmes dans la mémoire et déjà dans l'histoire. Il y a quelque chose qui déconcerte dans l'attitude de Louise Weiss, c'est que elle donne l'impression que le combat ne vaut plus la peine d'être livré lorsqu'il a été remporté. Bourgeoise iconoclaste, grand-mère de l'Europe, femme libre née trop tôt, Louise Weiss a dû lutter toute sa vie pour prouver qu'elle pouvait faire aussi bien qu'un homme. Elle a traversé le siècle avec au cœur la conviction que l'utopie n'est autre que la réalité de demain.
Que le culte de nos anciens ne sclérose pas notre action et n'occulte pas notre regard fixé sur l'avenir. Redoutons de devenir les classiques de nous-mêmes. L'histoire avance. Ce qui était impossible hier sera possible demain. En Espagne, au château de Púbol, repose une muse libérée. Iconoclaste, femme d'affaires, libertine, elle fut l'inspiratrice des plus grands artistes et se consacra à Salvador Dali. Elle l'aima passionnément, au point qu'à l'automne de sa vie, elle le confia à une autre, plus jeune, plus belle. Elle s'appelle Gala. Elle est l'une des plus grandes égéries du XXe siècle. Mais au-delà de ce corps qui envoûtait les hommes, qui était-elle ? Gala voit le jour dans une Russie archaïque où le tsar Alexandre III est le dernier souverain absolu d'Europe. Son empire est très rural, traditionnel et commence à peine sa révolution industrielle. Gala Diakonova est née le 26 août 1894 à Kazan, sur les bords de la Volga. Elle s'appelle en réalité Elena, mais préfère le nom de Gala. Elle grandit à Moscou dans un milieu bourgeois et littéraire où la culture est réservée à une élite. Malgré tout, la population reste extrêmement divisée d'un point de vue hiérarchique. Il y a une élite qui est très limitée, qui est la grande aristocratie, avec des strates diverses. Une bourgeoisie qui est assez peu représentée. On a donc de très très grandes différences, à la fois en statut et en termes de masse numérique au sein de la population. Entourée de ses amies poétesses, Gala passe son temps à lire et à réciter des poèmes. Mais à l'âge de 17 ans, la tuberculose l'atteint de plein fouet. Ses parents sont contraints de l'envoyer en Suisse, au sanatorium de Clavadel. La jeune fille de 17 ans s'y ennuie à mourir, jusqu'au jour où elle croise le visage pâle et malade d'un jeune poète, Paul Éluard. Entre eux, c'est le coup de foudre. Elle voulait aimer le poète. Et d'un coup, il y a ce futur Éluard avec ses cheveux longs qui se balade avec les yeux tendres. C'est déjà un portrait robot en nature. Très vite, et en marge du règlement de l'établissement, les deux amants vivent leur passion à l'insu du regard des autres. Éluard trouve en Gala l'inspiration et elle l'encourage à publier ses premiers poèmes. Elle stimule de manière très intense l'univers créatif et poétique de Paul Éluard. Elle lui ouvre les chemins. Elle est un guide pour les personnes qu'elle côtoie. En avril 1914, les deux amoureux enfin guéris rentrent dans leur pays. Gala à Moscou et Paul Éluard à Paris. Ils jurent de ne jamais s'oublier et de se retrouver un jour. Ma petite Gala, je t'aime infiniment. Je ne crois pas en la vie, je ne crois qu'en toi. Cet univers qui est le mien et qui se mêle à la mort ne peut y pénétrer qu'avec toi. C'est entre tes bras que je suis. C'est entre tes yeux, entre tes seins, entre tes jambes que je suis appelé, que je ne m'éteindrai jamais. Signé Paul Éluard. En juillet 1914, la Première Guerre mondiale fracture l'Europe, séparant un peu plus Gala et Paul, qui ne cessent de s'écrire au-delà des souffrances qu'endure leur pays. C'était un désastre total. La Russie n'était pas prête. 3/4 des officiers sont tués pendant la première année. Vraiment, les choses épouvantables qui commencent à se développer. Et c'est à la fois la crise sociale, la crise économique, évidemment la défaite militaire. La Russie plonge et elle va au grand pas vers la révolution. En 1916, malgré la guerre, Gala obtient de ses parents l'autorisation d'aller en France pour y épouser l'homme de sa vie. Au moment où elle comprend que dans sa vie, l'amour qu'elle porte à Paul Éluard occupe tout son horizon, elle est capable de traverser toute l'Europe en guerre. Elle dit « Moi, je ne me promène pas, je marche ». Elle veut dire qu'elle ne doute pas, jamais. À Paris, Gala ne retrouve pas tout de suite Paul, mobilisé sous les drapeaux. Hébergée par ses beaux-parents, elle doit faire face à leur hostilité. Ils sont trop bourgeois pour cet amour fou. Mais sa détermination et l'ultimatum de leur fils ont raison de leurs doutes. Gala devient française, et le seul lien qu'elle conserve de la Russie est une icône qui la suivra partout. En 1917, les deux amants se marient
Et de cette union naît une petite fille, Cécile. Gala la délaisse. Elle veut rester libre et maître de sa vie. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a quelque chose de contradictoire. D'un côté, une conception très traditionnelle de l'union entre les personnes. Il faut s'unir par un mariage religieux. Mais d'un autre côté, une fois que l'enfant Cécile est née, pour Gala, la vie continue. Et elle va toujours garder une certaine distance avec sa fille. C'est très étonnant. En 1918, la guerre se termine, laissant derrière elle son cortège d'horreur. Face à cette grande boucherie, les artistes crient leur révolte et rêvent d'un autre monde. Quand Tristan Tzara, écrivain roumain et créateur du dadaïsme, arrive à Paris, poètes et peintres s'engagent dans son mouvement. Véritable subversion permanente et dérisoire de la société. Ce mouvement Dada, c'est un mouvement d'abord de réaction à la guerre et plus généralement de réaction à l'ordre de la société tel qu'il est. C'est un rejet de la société bourgeoise, un rejet des conventions. En mars 1919, à l'Hôtel des Grands Hommes, sur la place du Panthéon, Paul Éluard rencontre André Breton, grand adepte du dadaïsme. Avec Aragon, Soupeau, Picabia et Marcel Duchamp, ils forment une joyeuse bande qui veut révolutionner l'art et la société. Gala est de toutes leurs réunions. Et même si elle reste silencieuse aux côtés de son mari, au-delà de son charme, certains artistes la trouvent envahissante. À l'époque, Éluard gagne bien sa vie dans les affaires de son père. Et le jeune couple, investissant dans la peinture, découvre l'œuvre surprenante de Max Ernst. En 1921, il rencontre le peintre et tombe immédiatement sous le charme de cet excentrique. La séduction est réciproque. Ernst, fasciné par Gala, décide de quitter sa famille pour vivre avec ses deux nouveaux amis. J'ai questionné Gala à ce sujet, ce que c'est plutôt Éluard qui aimait ça. C'est plutôt Éluard qui était initiateur de ça. C'est plutôt Éluard qui a montré ses photos à Max Ernst nu. L'amour est une expérience qui désenchaîne. De ce fait, l'amour comme expérience ne peut jamais être lié aux valeurs de la société bourgeoise. Loin de toutes les conventions bourgeoises et fort d'être différent des autres, le trio emménage à Aubonne, en banlieue de Paris, pour y vivre heureux cet amour pluriel. C'est le début du XXe siècle. On commence à élaborer une autre conception de la sexualité. Et les femmes lisent Freud comme les hommes. Et je pense que dans le même temps où elles sont en train de gagner leur émancipation sociale, elles gagnent aussi leur émancipation sexuelle. Mais au bout de 3 ans, le partage de Gala avec le peintre commence à peser à Paul Éluard. Le poète veut bien prêter sa femme, mais pas sa muse. Dans le pavillon d'Aubonne, qu'Ernst a entièrement décoré de fresques, où Gala est omniprésente, le peintre a évincé le poète. Paul est jaloux des tableaux de Max. Paul est jaloux de l'amour que lui porte Gala. Dans ce genre de relation que Gala avait établie avec Paul Éluard, on peut imaginer qu'elle titillait cette jalousie d'Éluard aussi pour entretenir sa relation amoureuse. En 1924, Paul demande à Gala de choisir entre son mari et son amant. Le peintre doit partir. À Montmartre, aux réunions des anciens dadaïstes devenus surréalistes, Gala dérange. Et contre toute attente, sa liberté à disposer de son corps en choque plus d'un. C'est en 1929, à Pigalle, que Paul rencontre un jeune peintre espagnol, Salvador Dalí. Et même si ses manières sont aristocratiques, le poète ne peut s'empêcher de lui montrer des photos nues de Gala. Troublé, Dalí invite le couple à passer des vacances en Espagne. Le pays est alors en pleine mutation. Un pied dans le siècle passé et un pied dans le nouveau. Le régime du général Primo de Rivera peine à installer une vraie stabilité. Ce territoire, en proie à la pauvreté rurale, est en ébullition sociale permanente. C'est à Cadaqués que Gala découvre ce peintre extravagant et inconnu, Dalí. Ce Catalan mystique est tout de suite subjugué par la Russe aux charmes envoûtants. Très vite, ils se reconnaissent et commencent à s'aimer. En septembre, Éluard décide de rentrer seul à Paris. Gala a choisi. Elle veut vivre avec le peintre. Le poète ne cessera de lui écrire et de l'aimer.
C'est au-delà, je dirais, de ces relations sexuelles, de ces trios sexuels. Il y a aussi de cette dissociation de la sexualité et de l'amour. À l'intérieur, c'est pas un paradoxe de dire que l'amour peut se poursuivre au-delà de la relation sexuelle aussi. Je veux bien avoir des aventures, mais ne pas être privé de toi. La perfection de l'amour, de la femme, à ce point. Je suis comme toi, très exactement. Et tout ce que je peux faire dans ce domaine n'est toujours qu'à ton avantage, ne peut me faire que désirer de t'avoir. Je te regrette sans cesse. Tu hantes tout ce que je fais. Ta présence est souveraine en moi. Paul Éluard. À Cadaqués, si Gala aime le peintre, l'homme reste inhibé face à son amante. Il est traumatisé par l'éducation de son père. Alors elle l'apaise et lui fait découvrir l'amour charnel. Il disait qu'il était absolument obsédé par les recommandations de son père. Ce dernier lui présentait des livres avec des images terrifiantes sur les maladies sexuellement transmissibles. Du coup, pour Dali, le sexe se situait entre tabou et obsession. Dali a répété à plusieurs occasions que, pour lui, la seule femme qu'il avait libérée de la masturbation, c'était Gala. Ce que Gala fera découvrir tout de suite à Salvador Dali, c'est la fellation. Et il y a un écho de cette fellation dans le tableau qui s'appelle Le Grand Masturbateur, par une figure de femme, un visage de femme qui s'approche comme ça d'un sexe d'homme. Face à cette relation avec une femme plus âgée et mariée, le père de Dali répudie son fils. N'ayant que faire des conventions, le couple alors sans revenu décide de s'installer dans une cabane de pêcheurs près de Cadaqués, à Portligat, pour y vivre pleinement leur amour. Le corps de Gala ne cesse de fasciner le peintre. Elle pose pour lui et devient son principal sujet d'inspiration. Ange, déesse ou madone, Gala peuple ses tableaux comme ses rêves. Elle devient son œuvre d'art. Il dit très exactement qu'il a été fasciné par son dos et que c'était un dos d'adolescent. Il ne dit pas un dos d'adolescente, il dit un dos d'adolescent. Et donc ça pouvait rassurer cet homme qui était tellement effrayé quand même par le corps de la femme. Il y avait une sorte d'inversion des rôles. Dans le couple, c'est Gala qui est l'homme et c'est Dali qui est la femme. Et finalement, c'est il pousse Dali pour qu'elle devienne un génie. Elle m'a raconté, elle prenait dès le début ses dessins, elle fréquentait les galeries pour vendre ses tableaux. Elle disait, on va arriver ensemble. On pense que les muses sont comme les valkyries qui dansent devant vous. Mais c'est plutôt le contraire. Ce sont elles qui vous maintiennent éveillé. Et plus l'on est éveillé, mieux on travaille. Elle serait ma Gradiva, celle qui avance, ma victoire, ma femme. Mais pour cela, il fallait qu'elle me guérisse. Et elle me guérit, grâce à la puissance indomptable et insondable de son amour, dont la profondeur de pensée et l'adresse pratique dépassèrent les plus ambitieuses méthodes psychanalytiques. Ma tombée en enfance s'accentua encore du fait que Gala me paraissait la même petite fille de mes faux souvenirs que j'appelais Galouchka, du diminutif de Gala. Signé Salvador Dali. Si Gala est la muse de Dali, Dali est le protégé de Gala. Rêvant de gloire pour son peintre, elle devient son manager. Sûre d'elle, elle trouve des acheteurs et remonte avec Dali à Paris pour mettre son œuvre dans la lumière. Alors qu'à cette époque, les artistes surréalistes avaient de grandes difficultés économiques, Gala, elle, trouve la manière pour valoriser les œuvres de Dali. Et petit à petit, il commence à ne plus connaître de problèmes matériels et à gagner beaucoup d'argent. Cet enrichissement ne plaît pas aux surréalistes. Communistes, ils ne peuvent accepter que Dali multiplie les provocations, et notamment celles à travers le personnage d'Adolf Hitler. Face à ce comportement, Breton convoque un tribunal à son domicile et exclut le peintre du mouvement. Indivisibles, Dali et Gala n'en ont que faire. Ma première femme a parlé avec Gala. Elle lui a dit « Vous devriez écrire vos mémoires ». Et Gala a dit
Mes mémoires. Aucun intérêt. Mais comment ça, aucun intérêt? Vous avez été la muse des surréalistes et la femme de Paul Éluard. Votre livre serait passionnant. Alors, Gala lui a répondu... Les surréalistes, tout des PD avec de la mauvaise conscience. À Paris, Gala et Dali se tiennent éloignés de la guerre d'Espagne. Et en 1939, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le couple décide de s'exiler aux États-Unis. Gala, persuasive et intraitable, à l'inverse du groupe surréaliste, veut y promouvoir son peintre. Très vite, elle fait décoller la cote de l'artiste dans un New York devenu le centre du marché de l'art. Gala était une vraie femme d'affaires. Alors que Dali était heureux juste en peignant. D'un autre côté, Gala arrivait à le convaincre qu'ils avaient besoin d'argent, et elle le poussait à vendre ses œuvres. C'est pour cette raison que beaucoup de ses meilleures peintures sont dans des collections privées. Je l'accompagnais dans des banques européennes où elle négociait tous les contrats, tenait la comptabilité. Elle était vraiment la femme d'affaires. En 1948, Gala et Dali quittent le Nouveau Monde et reviennent sur le vieux continent enfin pacifié. Ils retrouvent une Espagne ruinée et écrasée par le général Franco. Son régime autoritaire a besoin d'une croissance économique forte. Aussi, le dictateur ouvre ses frontières et promeut le tourisme de masse. Et c'est de cette manière-là qu'à partir des années 50, on assiste à une certaine libéralisation de l'économie espagnole et au même temps à une transformation du régime franquiste. De son côté, à Portligat, grâce à Gala, Dali vend bien. Le couple rachète plusieurs cabanons de pêcheurs et se fait construire une demeure fidèle aux extravagances du peintre. Loin de toute contrainte matérielle, le couple partage désormais sa vie entre l'automne à Paris, l'hiver à New York et l'été à Cadaqués. Gala n'en continue pas moins de fasciner et d'inspirer Dali. Fusionnelle, elle lui fait même la lecture pendant qu'il peint. Gala lisait à voix haute pour Dali, et même parfois en russe. Lui, il disait « J'aime écouter le son de la voix de Gala ». Gala lui permettait de connaître des auteurs qu'il ignorait. Elle était à la fois le professeur et la maman. Et lui était l'enfant qui faisait ce que la maman disait. Amante, modèle, épouse, mère et manager, Gala est cette femme aux multiples visages. Elle devient si indissociable de la vie de Dali que ce dernier décide d'unir leurs deux noms par un sceau qu'il crée à leur effigie. Ce dessin est un bateau avec une voile latine, où Dali tient la barre avec Gala assise à la proue. Et c'est intéressant parce que cette voile latine porte la lettre G de Gala. C'est elle le moteur. C'est elle qui fait avancer la barque. Si Gala a fait Dali, Dali se nourrit de Gala. Il la monopolise et la vampirise. Mais à plus de 60 ans, sa femme veut rester libre et commence à se lasser de la cour sans cesse grandissante qui entoure le peintre. Un seul être a atteint un plan de vie dont l'image serait comparable aux sereines perfections de la Renaissance. Cet être est Gala, ma femme, que j'eus le bonheur miraculeux de choisir. Ses attitudes fugaces, ses expressions sont une autre 9e symphonie et reflètent les contours architectoniques d'une âme parfaite, cristallisée au rivage même de la chair, à fleur de peau dans l'écume marine des hiérarchies de sa propre vie. Salvador Dali. À partir des années 60, un puissant mouvement culturel venu des États-Unis bouscule les normes bourgeoises et révolutionne les mœurs. Ce sont les années hippies, flower power et paradis artificiel. L'individu doit s'émanciper de son aliénation sociale, se dévêtir de ses idéaux conventionnels et se libérer du conformisme qui l'étouffe. Le fantasque Dali embrasse tout naturellement ce mouvement.
Il y a des lieux qui deviennent extrêmement emblématiques de cette mode hippie, on va dire, que sont les îles Baléares, Ibiza en particulier. Et c'est par ce biais-là, je pense, que va s'opérer le lien ou le rapprochement entre un personnage qui est aux antipodes du mouvement de mai 68 et qui pourtant va, par son mode de vie, par son excentricité, eh bien, se rapprocher de plus jeunes générations. Devenu l'icône de la jeunesse hippie, Dali s'entoure d'une faune faite de mannequins, de travestis ou de prostituées. De Cadaqués jusqu'à l'hôtel Meurice à Paris, il organise des fêtes orgiaques où Gala, trop intérieur, ne trouve plus sa place. On peut comprendre que Gala, qui aimait la fréquentation des jeunes gens quand ils étaient séduisants, assez beaux, qui pouvaient l'amuser, la sortir, etc., et pas eu du tout le goût qui était celui de Salvador Dali pour ces grandes partouzes dont il était l'observateur. C'est au cours d'une de ses soirées chez Castel que Dali tombe sous le charme d'une jeune mannequin, Amanda Lear. Même s'il est ébloui par sa beauté, il ne peut concevoir une relation sans la présenter à sa femme. Pour Gala, c'est peut-être celle qui pourra la remplacer. Au début, on avait l'impression que Gala rejetait Amanda Lear. Elle la considérait comme quelqu'un d'importun, qui voulait profiter de la situation. Mais petit à petit, et cela prouve vraiment l'intelligence de Gala, elle va commencer à l'apprécier. Elle comprend qu'Amanda peut jouer un rôle important dans la vie de Dali. Gala, un jour, m'a pris à part et m'a dit, vous savez, si je disparais, comme c'est probable, puisqu'elle avait 12 ans de plus que lui, le jour où je partirai, j'aimerais que vous continuiez à vous occuper de mon mari. Elle a dit, vous allez jurer sur la Vierge que lorsque je ne serai pas là, vous vous occuperez de Dali. Je ne peux pas jurer sur la Vierge. Si, il faut jurer sur la Vierge. Donc vraiment, elle tenait beaucoup à ce que je sois là après son départ. Rassurée de savoir son mari à nouveau sous la protection d'une femme, Gala décide de s'isoler au château de Poubol que Dali lui a acheté en 1968 et décoré selon ses désirs. Loin du bruit et de l'agitation perpétuelle de Portligat, Gala construit enfin son propre royaume aux résonances monacales et fantasmatiques. À Poubol, elle crée une sorte de paradis, un paradis exclusif où seulement peut y venir qui elle veut. Elle crée vraiment un monde à son image. Gala vit enfin pour elle. Entre voyages et jeux au casino, elle s'entoure de jeunes hommes et n'hésite pas à multiplier les opérations chirurgicales pour ne pas vieillir. Vers la fin de sa vie, elle devient cette dame d'un certain âge qui s'entoure, il faut le dire, de gigolos et de garçons qui ont dû évidemment profiter de son aisance matérielle. Le dernier, Jeff Feinhold, alors il était beau gosse parce qu'il faisait Jésus-Christ, il avait les cheveux longs, un petit peu de barbe. Jeff racontait beaucoup que Gala était en effet insatiable. Pour autant, et contre toutes les conventions sociales, le couple Dali-Gala existe toujours. Pareil à un chevalier, Dali doit demander par écrit à être reçu par sa princesse au château de Poubol. Le 10 juin 1982, au cours d'une de ses visites à Portligat, Gala rend son dernier souffle aux côtés de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Dans la crypte du château, Gala et Dali ont fait construire 2 tombes côte à côte, avec une petite fenêtre communicante pour se tenir la main dans l'éternité. Contrairement à leurs vœux et pour des raisons qui restent obscures, Dali ne sera jamais enterré à côté de Gala. Oubliée, sa muse libérée repose seule dans le silence du château de Poubol. Et seul l'écho de celle qu'elle fut résonne encore dans l'œuvre de son mari. En fait, il faut le comprendre dans un sens plus sexiste, où les hommes sont les personnages importants et les femmes des muses. Et ce serait injuste de dire que Gala était seulement une muse.
C'est sûr que la figure de Gala, elle pourrait servir de modèle comme ça pour les femmes aujourd'hui, comme une figure exemplaire comme ça, féminine, libre, dont les jeunes femmes peuvent s'inspirer aujourd'hui. Froide et brûlante, austère et surréaliste, silencieuse et tellement présente, Gala demeure un mystère. Femme libre et insaisissable, projetée dans la lumière par les poèmes d'Éluard ou la peinture de Dali, elle reste à l'ombre d'une image transcendée par l'art. J'ai appris avec retard que désirer la perfection des détails n'est possible que quand il s'agit de Dieu, de l'amour, de l'art, du radium. Dans la vie quotidienne, cela devient exigence mesquine et gémissante, qui ronge le ciment des relations et l'ossature des grandes constructions, les vidant comme des termites.